Ah bah Éric Boisset. Ah bah Éric Boisset. Ah bah Éric Boisset. Merci. Merci pour cet accueil chaleureux. Je suis très content de vous rencontrer. Mais oui, je vous connais, c'est le petit Boisset, ça. C'est celui-là qui m'a acheté dans le parc. Je vois qui tu es. Surgissant des tréfonds de la nuit et de ma mémoire, tu arrives vers moi, tu es le garde. Ouais. Bon. Vous avez lu tous et toutes les nouvelles du recueil? La plupart. La plupart. Oh mon Dieu, c'est le karma, c'est tout mon passé qui me saute au visage. La Ginette. Oui, moi je me rappelle bien de vous, Éric Boisset. Vous m'avez parlé d'un vélo là, et puis j'ai pas compris d'ailleurs. Et j'ai eu très peur, j'ai failli mourir. C'est donc vous qui avez fait exploser ce pont? Oui madame, mais je m'en excuse. Mais j'étais un enfant. Et cet enfant, ça n'est plus Éric Boisset. Une petite part est restée quand même là pour lui souffler les thèmes des livres qu'il écrit maintenant. Mais il s'est dissous, je reprendrai une expression de Marcel Pagnol, à la manière des moineaux qui fondent dans la terre sans laisser de squelette. Je me rappelle bien, Éric Boisset. On m'a fait sauter mon pont, celui-là. Tu es le cultivateur qui avait le pont. Enfin, le pont était probablement à la mairie. Hein. Mais bon, là, j'ai fait amende honorable pour toute cette bêtise. Il en reste 10. Ne me parlez pas de la botte secrète, par pitié. Bonjour, je me présente, professeur Cudange. Je travaille aux urgences. Je me rappelle bien d'Éric Boisset. Il est venu aux urgences avec son père pour soi-disant un mal de ventre. Son père croyait que c'était une appendicite. Il voulait pas aller à l'école, en vérité. Exact, mais je suis bien puni. Parce que je ne détaillerai pas la fin de la bêtise. Vous avez absolument tous et toutes compris de quoi il s'agissait. Je ne souhaite à personne de subir le traitement que j'ai subi. La fameuse botte secrète. Je vous arrête tout de suite. Éric Boisset, c'est un bon gamin. C'est le meilleur ami de mon fils. C'était le premier à venir m'aider quand ma ferme était en feu. Exact. Alors je ne suis pas venu quand la ferme était en feu, mais ça m'a beaucoup apporté de vivre à la campagne. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais dans une cité à Valence. Alors là, j'ai côtoyé vraiment toutes sortes de gens dans tous les styles. Et à l'âge de 8 ans, mon père a acheté un hameau de maison en ruine, pour le prix à l'époque d'une voiture d'occasion moyenne gamme. Hameau sur lequel la mairie voulait passer le bulldozer, donc il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. On n'était pas certain qu'il y en ait un jour. Et il a décidé de réparer ça tout seul. Ce qui fait que pendant quelques années, on a campé. Et j'ai fait connaissance avec, d'une part, la nature, qui à l'époque était carrément sauvage, pas hostile, mais sauvage, et avec mon petit voisin qui s'appelait Éric Barnasson. Mais c'est grâce à Éric que j'ai commencé à m'intéresser à toutes sortes de sujets qu'on n'effleurait pas à la Cité des Limouches, qui était la fabrication d'explosifs, l'art de fumer des lianes, etc. Avec des effets plus ou moins heureux. Hein. Mais attendez tout le monde. Nous non plus, nous ne sommes pas des changes. On a tous fait des bêtises dans notre vie. C'était il y a longtemps. Je devais avoir à peu près 5 ans. J'étais entrée dans un supermarché avec ma mère. Elle faisait ses courses quand tout à coup, j'aperçus des bonbons. Je demandai à ma mère si je pouvais en acheter. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas décidée à céder ce jour-là. Comme je tenais à ces bonbons, je les ai cachés derrière mon dos. Je n'avais pas vraiment envie de les voler, mais je n'avais pas vraiment le choix. Je me tournai et je vis une mamie qui me fusillait du regard, l'air de dire « Repose ces bonbons ». Ma mère ne se doutait de rien. Une fois rentrée à la maison, je me précipitai sur mes bonbons. Je n'arrivais pas à les ouvrir. Je partis voir ma mère et j'entamai la discussion. « Maman, peux-tu m'ouvrir mes bonbons, s'il te plaît? Je n'y arrive pas. » Ma mère me foudroya du regard. « Tu ne les as pas volés tout de même ?» J'essayais de me défendre en lui disant que c'était mon ami Ramdam qui me les avait donnés le jour même. L'histoire se finit mal et je n'ai jamais pu recommencer. Ma mère m'avait dit que si la police apprenait ce que j'avais fait, ça finirait très mal pour moi. Ça t'est vraiment arrivé à toi? Oui. Eh oui. Ça nous arrive tous ou presque une fois. L'alarme incendie. J'étais en primaire, nous étions rangés devant la classe. Et on attendait la maîtresse. Elle est toujours en retard, j'ai dit. Ça me saoule, elle est toujours en retard. Là, j'ai vu le dispositif d'incendie. J'ai eu une idée. J'ai déclenché l'alarme, la maîtresse a été obligée de se presser. Elle a dit « Vite les enfants, il y a le feu à l'école ». Tout le monde est sorti, on a entendu 10 minutes dans la cour, puis on est rentré dans la classe. Elle a demandé « Qui a déclenché l'alarme ?» Personne n'a pas vu, et surtout pas moi. Mais quelqu'un a levé la main et a dit « C'est Nelson, je l'ai vu ». J'ai marmonné « Toi après, je vais te tabasser ». J'ai été convoquée par la maîtresse. Elle m'a demandé pourquoi j'avais fait cela. Je lui ai répondu que c'était parce qu'elle ne voulait nous chercher pas à l'heure. Elle a mis un mot dans mon carnet à l'attention de mes parents. Madame, monsieur, votre fils a déclenché l'alarme incendie. S'il recommence, ça sera une exclusion de classe.
Je suis allé voir celui qui m'avait dénoncé et je lui ai donné plusieurs coups dans la tête et au ventre. Va pleurer ta mère. Je lui ai dit, ne t'avise pas de dénoncer à nouveau. J'ai ajouté, sinon tu vas avoir des nouvelles de mon point. Et j'ai été tranquille le reste de l'année scolaire. Bon, d'accord. No comment. Tu l'as quand même fait. Tu as vraiment déclenché l'alarme. C'est bien, mais alors, moi, j'appelle pas vraiment ça une bêtise. Enfin, oui, c'est des bêtises, si tu veux, mais c'est plutôt un récit d'un petit truc qui a dérapé. Vous avez jamais fait des bêtises auxquelles vous aviez pensé avant, en les construisant comme des scénarios? C'était un peu le cas des bêtises que je faisais. Je réfléchissais à un truc. En réalité, je me suis aperçu beaucoup plus tard que mon imagination, que je ne pouvais pas canaliser en écrivant des livres parce que je n'avais pas les moyens techniques d'écrire des livres, je l'utilisais de cette façon-là. Que serais-je devenu si je n'avais pas trouvé la lecture? Maintenant, passons à l'interview vérité. Est-ce que toutes les histoires que vous racontez sont vraies et avez-vous vraiment vécu ces aventures? Alors, on parle bien de la botte secrète, on se limite à ce recueil de nouvelles. Toutes sont vraies, mais il y en a deux pour lesquelles j'ai inventé une autre fin. Pour le reste, j'ai absolument rien modifié. J'ai simplement présenté les choses d'une manière vivante. Mais j'ai bel et bien fait toutes ces bombes, glissé sur la flaque d'huile en me pétant le coude, etc. Mes nouvelles sont toutes en réalité très morales parce que finalement, la justice, le droit triomphe ou le karma. C'est-à-dire que les conséquences de nos actes s'abattent sur nous comme un piano qui tombe du 5e étage tout à coup. Vos parents étaient-ils au courant de vos aventures? Non. Aucune de mes aventures. Ils ont tout appris en bloc au moment où le recueil est sorti il y a 2 ans. Là, ça leur a fait un choc. Ma mère est encore sous tranquillisant. Pourquoi le intitulé votre livre La botte secrète? Parce qu'une botte, c'est une botte d'asperges. C'est un ensemble d'asperges reliés par une ficelle, etc. Et là, il y a un ensemble de nouvelles. Donc je pouvais jouer à la fois sur le fait que c'est un recueil, et donc c'est une botte, secrète parce que ce sont des bêtises, on ne va pas les ébruiter. Donc ça me permettait d'avoir un titre à double sens, qui soit en même temps allusif à la pire nouvelle du recueil. De quoi parlent mes autres livres? J'ai écrit une dizaine de livres. La plupart appartiennent à un genre qui s'appelle le genre fantastique. Il y a en fait 3 genres qui coexistent. Ce sont le fantastique, le merveilleux et la science-fiction. J'ai trouvé une façon de préciser et de distinguer entre les 3 genres qui est l'exemple du chat. Vous imaginez qu'un matin, vous descendez dans votre cuisine et votre chat vient vers vous en disant « Bonjour maîtresse » ou « Bonjour maître, as-tu bien dormi? Moi j'ai parfaitement dormi, j'ai grand faim, j'aimerais mes croquettes. » Et vous dites « Mais bien sûr chat, allons vers le placard, je vais te donner tes croquettes. » Là on est dans le merveilleux parce que vous trouvez, votre chat vous parle, ça ne vous surprend pas. C'est un monde, le monde merveilleux, dans lequel la magie va de soi. Deuxième exemple avec le chat, vous descendez dans votre cuisine le matin, le chat vient vers vous. Bonjour maîtresse, as-tu bien dormi? Vous faites mouvement d'effroi, recul, mais tu parles chat? Et le chat vous répond, oui, cette nuit, un enchanteur m'a rendu visite, il m'a donné ce don merveilleux de communiquer avec toi, et je vais pouvoir t'aider d'ailleurs dans tes devoirs de maths, parce que j'ai la bosse des maths, mais en attendant, je veux mes croquettes. Cette fois, on est dans le fantastique. Il s'est passé exactement la même chose que la fois précédente, mais vous avez eu une réaction de peur. C'est-à-dire que pour vous, le merveilleux, la magie était choquante et anormale. Le fantastique, c'est la plupart de mes romans. Quand Théophile, dans Le Grimoire d'Arcandias, se rend invisible, Bonaventure est saisi de stupeur et frappé même d'effroi. La magie n'est pas normale, n'est pas perçue comme normale. Dernier exemple avec le chat. Vous descendez dans votre cuisine le matin, le chat vient vers vous. Bonjour maîtresse, as-tu bien dormi? Oui chat, j'ai bien dormi, je suppose que tu as faim. En effet, allons vers mon placard pour les croquettes. À nouveau, vous parlez à votre chat sans être du tout surpris ou surprise qu'il vous réponde, parce que la veille, vous l'avez conduit à la clinique vétérinaire et vous lui avez fait implanter dans le larynx un petit appareil phonatoire qui permet aux animaux domestiques de communiquer avec leur maître. On est au XXIIIe siècle, dans une nouvelle de science-fiction. Donc vous avez vu que dans les 3 cas, avec cet exemple du chat, il se passe exactement, ou à peu de choses près, la même chose, mais selon les réactions des protagonistes et la façon dont on justifie le fait que le chat parle, on est dans 3 registres différents, fantastique, merveilleux, science-fiction. J'ai écrit aussi une trilogie qui s'appelle la trilogie d'Arcandias, qui met en scène 2 jeunes garçons, Théophile et Bonaventure, qui découvrent un grimoire dans une bibliothèque, et chaque recette de ce grimoire permet de fabriquer un objet hyper chimique qui leur donne un pouvoir spécial. Je peux finir de balayer le spectre de ce que j'ai écrit avec Les Guetteurs d'Azulis, qui est un bouquin de science-fiction, parce que je suis pas tellement lecteur de science-fiction, mais j'ai toujours été intrigué par ce qu'on appelle le phénomène ovni. Voilà. Donc ces histoires intrigantes, fascinantes, qui font rêver, m'ont donné le prétexte
d'un roman qui s'appelle Les Guetteurs d'Azulis, où je compile, si vous voulez, tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, sans jamais dire que c'est vrai ou pas, parce que je n'ai pas les moyens de vérifier. Je crois qu'il faut dans la vie être ouvert à tout, mais ne rien croire. Parce que croire, c'est stupide. Croire comme ça sans preuve, ça n'amène à rien. Les choses démontrées, scientifiquement, oui. Mais par contre, tout refuser en bloc, c'est aussi stupide que de croire aveuglément. C'est une fermeture d'esprit. Il faut ni trop ouvert, ni trop fermé. Est-ce qu'il y a des bêtises que vous auriez faites, mais pour des raisons d'éthique, vous ne les avez pas racontées? Oui, je peux pas. Ça reste bon enfant. C'est-à-dire qu'il y a une petite infraction à ce qui se fait, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt véritable. Mais en même temps, il y a toujours une morale qui est imposée d'ailleurs par les histoires elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque fois, j'ai compris quand je faisais une bêtise que j'en tirais pas un bénéfice extraordinaire, et que la plupart du temps, même ça se retournait contre moi. Bon, donc du coup, j'ai arrêté de faire ce genre de bêtises. Mais certaines, je ne peux pas les raconter parce que non, elles pourraient susciter des idées que je ne veux pas voir germer, qui germeront peut-être dans vos esprits sans mon aide. Probablement, parce que c'est dans la nature humaine d'essayer certaines choses. Mais moi, je ne les raconterai pas. C'est pour ça d'ailleurs quand Michael Olivier me demandait un second recueil, mais je ne peux pas refaire une série de 11 bêtises, même si j'ai la matière. Ce n'est pas des bêtises racontables. Voilà.